Voilà, donc il y a un petit bouton rouge qui vient d'apparaître dans le haut à gauche de votre écran qui signifie que la rencontre est présentement enregistrée. Alors, mon nom est Liane Morin, je suis conseillère en planification à l'arrondissement d'Annecy-Cartierville et puis je suis responsable du volet participation publique. Puis là, je vais présenter l'équipe ce soir et pour ce faire, je vais juste arrêter la présentation, question qu'on se voit un petit peu plus là, nos petites vignettes à l'écran et puis on va la reprendre après. Et ce soir, donc, il y a plusieurs personnes de l'arrondissement qui sont présentes, dont des élus. Je salue Madame Thuillier, donc Émilie Thuillier, qui est mairesse de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nathalie Goulet, qui est conseillère du district d'Annecy et qui, je le note, est également vice-présidente du Comité consultatif d'urbanisme. Comité consultatif d'urbanisme, plus communément appelé le CCU. Madame Goulet, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Monsieur Jérôme Normand, qui est conseiller du district de Sault-au-Récollet et également président du CCU. Bonsoir tout le monde. Et Julie Roy, qui est conseillère du district de Saint-Sulpice. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je note également la présence de Clément Charette, qui est chef de division urbanisme, permis et inspection à l'arrondissement. Bonsoir. Nicolas Boulanger, qui est conseiller en aménagement et qui fera la présentation d'informations ce soir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Puis, je note également la présence de Mme Diane Martel, qui est directrice d'arrondissement. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je vais remettre notre présentation. Ce soir, au menu, ouverture de l'Assemblée, présentation des intervenants, on a déjà un point de fait. Suivra l'information sur la consultation. Donc, là, ce soir, on est c'est la séance d'information, mais il y a un volet consultation et puis, bon, ça fait partie d'un tout. On veut vous informer sur qu'est-ce que c'est que cette consultation, quel est le contexte, quels sont les objectifs, les étapes et bien sûr, les moyens de s'exprimer durant cette consultation. Et par la suite, nous aurons la présentation d'informations sur notre contenu, donc la réglementation. Donc, soit l'encadrement légal, le cheminement des dossiers, la réglementation actuelle en matière de patrimoine et de transition écologique. Aux alentours de 19h20, donc on va avoir notre période de questions. Qui est vraiment, en fait, ça se veut une période de questions d'approfondissement de ce qui vous a été présenté, donc de compréhension, d'approfondissement. Le plus possible, on veut garder vos avis pour notre prochaine séance, donc qui sera une séance d'audition des mémoires et des avis. Et donc, on prévoit finir la rencontre aux alentours de 20h30, le plus ou moins. Alors, je passe maintenant la parole à Jérôme Normand, qui est conseiller du district Sault-au-Récollet et président du CCU pour nous informer sur la consultation. Oui, merci beaucoup, Liane. Puis j'en profite parce que tu ne pouvais pas nommer tout le monde, là, mais pour souligner la présence aussi de plusieurs autres membres des services de l'arrondissement et de direction également. J'ai vu au moins 2 autres directeurs, directrices. Donc, merci d'être là à tout le monde. Je souhaitais vous faire un petit mot sur le contexte parce que quand on fait juste lire le titre, là, on peut penser à bien des choses. Puis pourquoi ces thèmes du patrimoine et de la transition écologique. Donc, je vous remets un petit peu en contexte les réflexions qu'on a eues à la fois le Bureau des élus, puis les services d'urbanisme, les membres du CCU au fil de certaines séances qui nous amènent à la consultation d'aujourd'hui. On a, si on prend le volet patrimoine, vous le savez, là, plusieurs secteurs qui sont identifiés, désignés ou classés dans l'arrondissement, dont notamment le village historique du Sault-au-Récollet.
Et au fil des projets de construction ou de rénovation majeure, la population nous a interpellés à différents moments sur des préoccupations quant à l'intégration, soit des nouvelles constructions ou des rénovations majeures en contexte patrimonial. Puis, on a fait diverses recherches là, à différents niveaux pour se rendre compte qu'il y avait plusieurs façons de fonctionner au niveau de l'encadrement réglementaire en milieu patrimonial. On a déjà beaucoup d'aspects de préservation patrimoniale dans l'arrondissement, mais on se disait qu'il y avait peut-être des éléments, des outils ou des moyens d'accompagner ou de travailler en amont ou des éléments de ce type-là qui nous permettraient de bonifier ou d'améliorer l'intégration du cadre bâti en milieu patrimonial. Et la population, comme je le disais, nous a interpellés à quelques reprises là, au fil des projets. Puis dans ce contexte-là, on souhaitait donc avoir l'avis de la population sur quels seraient les éléments sur lesquels on doit appuyer, quels seraient les éléments justement qui nous permettraient de s'outiller, de mieux naviguer, de mieux accompagner peut-être également les requérants, les requérantes lorsqu'ils arrivent avec un projet majeur en secteur patrimonial. Ensuite, il y a toute la question de la transition écologique. Donc, vous le savez, je ne vous ferai pas un long laïus là, sur la crise environnementale de biodiversité, la lutte contre les changements climatiques qui occupe toutes les populations à travers le monde depuis plusieurs années. Tout ce qui est la réglementation d'urbanisme encadre plusieurs aspects, dont beaucoup d'aspects qui sont sur le domaine privé. Donc, la Ville lance plein de projets de son côté pour agir sur le domaine public, mais il reste que lorsqu'on procède à de grandes rénovations ou des constructions, on a aussi sur le domaine privé plusieurs éléments qui sont encadrés dans le règlement d'urbanisme qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le verdissement, sur la biodiversité, sur l'écoulement des eaux, sur le milieu de vie en ruelle, sur l'aménagement de stationnement en cours avant, sur la canopée, sur les arbres qui sont sur notre terrain, etc. Et donc, même principe, on se disait, bien, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce que les résidents, les résidentes voient qu'ils souhaiteraient voir être plus appuyés à un de ces quartiers-villes? Et donc, c'est dans ce contexte-là, au niveau de la transition écologique cette fois, qu'on souhaite vous entendre également. Et donc, ce soir, on va vous présenter un état de la situation, un état des faits quant à la réglementation en place. Puis c'est nos experts, Nicolas, Clément, qui vont pouvoir nous présenter quelles sont les juridictions, comment on navigue entre la ville-centre, les paliers gouvernementaux, l'arrondissement, qu'est-ce qu'encadre ou n'encadre pas notre règlement d'urbanisme, toujours en regard des deux thématiques de transition écologique et de patrimoine, et quel est vraiment l'état des lieux, quelle est la photo actuelle du règlement d'urbanisme quant à ces deux aspects-là. Puis donc, ensuite, si on change la diapo, dans tout ce contexte-là, je le disais, on nous a interpellés à quelques moments sur quelques projets spécifiques, souvent parce qu'il y avait des insatisfactions sur quelques projets spécifiques. Mais là, dans un contexte de réflexion plus large où on s'engage le bureau des élus, la division d'urbanisme à revoir pour bonifier notre réglementation, bien évidemment, on veut avoir un moment où on peut bénéficier de la contribution des résidentes, des résidents, pas juste à la pièce, mais vraiment sur le fond. Donc, c'est ce qu'on amorce ce soir par une soirée d'information. Et donc, si on poursuit, Liane, ce soir, 23 octobre, c'est l'Assemblée d'information. Et donc, on vous fait l'état des faits dont je parlais tout à l'heure, la photo du règlement d'urbanisme actuel, pour vous inviter à réfléchir pour la période qui suit, donc la deuxième étape, du 23 octobre au 13 novembre, à quels seraient les éléments que vous souhaiteriez voir être améliorés, bonifiés, quelles sont vos idées, quels sont les irritants, s'il y en a, et que vous nous transmettiez pendant cette période-là ces avis. Ça peut être, souvent on va parler de mémoire, mais ça n'a pas besoin d'être un mémoire de 400 pages. Ça peut être un avis qui tient sur quelques lignes, quelques paragraphes. Ça peut être un mémoire plus touffu, plus soutenu. Puis on a également la possibilité de ne pas soumettre un avis écrit pendant cette période-là, mais de seulement se présenter à la soirée d'audition des mémoires et avis, qui est la troisième étape le 29 novembre, pour soit, comme je le disais, présenter de vive voix le mémoire ou l'avis qui aura été déposé préalablement, soit carrément présenter son opinion de manière orale lors de cette soirée-là.
Et donc, il faudra s'inscrire pour toutes ces étapes-là pour être sûr d'avoir un moment pour pouvoir venir présenter son avis. Et si on continue avec les deux étapes suivantes, ben, nous, on va évidemment, de notre côté, analyser l'entièreté des mémoires, des avis oraux qui nous auront été transmis jusqu'au 29 novembre. Et on va présenter des faits saillants de cette étape de consultation. Et on va ensuite procéder à diverses bonifications en continu au règlement d'urbanisme à partir de 2024. Puis c'est un chantier qui peut s'étendre sur plusieurs années, évidemment, au fil des opportunités. Donc, j'en parlais, il y a un moyen clair là, pour s'inscrire puis transmettre ses avis. Et sur ça, je vais repasser la parole à Liane. Ah oui, ça c'est un point important que Mme Tullier nous avait amené, mais qui est important de souligner. Évidemment, si on bonifie ou on modifie notre règlement d'urbanisme, ça ne veut pas dire que tous les immeubles puis toutes les bâtisses qui sont déjà construites seront automatiquement transformées. Bien sûr que non. Ce que ça fait, c'est qu'on marque dans l'échéancier un moment où il y a une transformation dans le règlement d'urbanisme, puis à partir de ce moment-là, de cette transformation au règlement d'urbanisme, lors des nouvelles émissions de permis, il y aura des nouvelles règles à suivre. Donc, c'est au fil des prochaines rénovations, prochaines constructions qu'on verra au fil du temps s'appliquer les modifications qu'on aura faites au règlement d'urbanisme. Et sur ce, donc, Liane, je te recède la parole pour la suite. Merci pour ces informations. Donc, M. Normand en a quand même dit sur les moyens de s'exprimer. J'y vais plus dans la mécanique là, pour soumettre un mémoire ou vos commentaires écrits. La date qui est à retenir, là, c'est que vous avez jusqu'au 13 novembre. Que ce soit mémoire, commentaire écrit ou même simplement pour vous inscrire pour présenter votre opinion de manière orale pour l'Assemblée du 29 novembre, il faut s'être inscrit d'ici le 13 novembre. Et puis ça, vous pourrez le faire sur réalisonsmontréal.ca/urbanisme AC. Donc, le lien, là, je peux vous le partager dans le clavardage et nous irons le voir de toute façon ensemble à la fin de la soirée pour voir où est-ce qu'on va déposer les mémoires, comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Donc, c'est un formulaire, c'est 2 formulaires que vous inscriviez pour la présentation orale ou pour déposer votre mémoire ou commentaire écrit. C'est 2 formulaires très, très simples. Et sachez que vous pouvez aussi l'envoyer par la poste, votre mémoire. Je vous conseille quand même de nous l'envoyer en ligne. On va le recevoir plus rapidement. Ça va nous permettre d'en prendre connaissance plus rapidement. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser le mode web, mais c'est toujours possible de le faire par la poste. Puis, votre mémoire et commentaire écrit, vous avez le choix de le présenter ou non à la séance du 29 novembre. L'idée, ce ne sera pas de lire là, de bout en bout votre mémoire ou vos commentaires, mais plus de nous présenter l'essentiel des éléments qui s'y retrouvent. Puis, vous pourrez le faire en environ 10 minutes là, de présentation. Puis, c'est la même chose là, pour la présentation orale. Là, vous avez 10 minutes pour présenter votre avis, même s'il n'y a pas de mémoire là, ou de commentaires écrits qui viennent avec. On a des questions pour notre consultation. L'idée, c'était de vous d'orienter un petit peu vos réflexions quant à cette consultation-là. Je vous les amène maintenant. Ceci dit, je vous invite à ne pas y répondre ce soir. Donc, l'idée, on vous les amène dès maintenant pour que vous les ayez en tête tout au long de la présentation d'informations. Donc, toute l'information qu'on va vous présenter va pouvoir nourrir votre réflexion quant à ces 4 questions-là. La première, donc, sur le volet de la transition écologique, de la réglementation d'urbanisme, est-ce que certains sujets pourraient être bonifiés, voire approfondis? Puis là, on parle de stationnement de surface, verdissement, toiture et arbres. Pour la question numéro 2, donc sur le volet patrimoine de la réglementation d'urbanisme, est-ce que certains sujets pourraient être bonifiés, voire approfondis également? La question numéro 3, elle porte sur les projets de redéveloppement. On entend par redéveloppement démolition, reconstruction. Donc, il y en a plusieurs qui ont cours sur le territoire de l'arrondissement. Que pensez-vous de ceux-ci sur les thèmes de la participation citoyenne, de la transition écologique et du patrimoine?
Et enfin, une question un petit peu plus pointue. Donc, l'arrondissement offre un service de consultation à ses citoyens par le biais du comptoir d'information des permis, consultation pouvant s'effectuer en virtuel ou en présentiel. Est-ce que vous croyez que des outils de communication additionnels pourraient faciliter le cheminement des demandes en secteur patrimoniaux? Si oui, lesquels? Donc, voilà nos 4 questions pour orienter vos réflexions. Je vous invite à conserver vos réflexions quant à ces 4 questions pour vos contributions qui pourront être déposées et présentées le 29 novembre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas Boulanger qui va vous présenter, qui va faire le volet d'information sur la réglementation. Nicolas, la parole est à toi. Alors, merci Liane. Alors, rebonsoir tout le monde. Alors, première étape, je vais essayer de vous mettre en contexte. Alors, premier élément important, donc les instances décisionnelles, donc les décideurs, donc les élus qui doivent adopter la réglementation, ce qu'il est question ce soir. Alors, première instance décisionnelle, le conseil municipal. Donc, vous avez les acronymes à droite. Alors, le conseil municipal à la Ville de Montréal. Vous avez aussi le conseil d'arrondissement, donc les élus de l'arrondissement. Et enfin, vous avez le comité de démolition qui autorise ou non les démolitions d'immeubles dans l'arrondissement. Ça, c'est au niveau de l'arrondissement. Mais avant ça, avant que les instances prennent les décisions, les dossiers sont présentés à des comités. On appelle des comités aviseurs. Alors, ce sont des comités qui conseillent, qui ont un pouvoir de recommandation sur les instances décisionnelles. Dans un premier temps, vous avez les divers comités qui sont prévus par la loi. Alors, vous avez le comité Jacques Vigée, qui est le comité qui conseille le conseil municipal sur les questions, notamment de modification au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. On va y revenir plus loin. Vous avez aussi le conseil du patrimoine de Montréal. Alors là aussi, c'est un comité aviseur du conseil municipal, mais c'est très niché, c'est très pointu au niveau du patrimoine. Et enfin, vous avez le comité consultatif d'urbanisme, là, donc le CCU, on en a parlé tout à l'heure, et ça, c'est un comité qui va, le CCU, retenez ça, ça va revenir souvent dans les discussions. Et ça, c'est un comité qui est aviseur au niveau du conseil d'arrondissement à Annecy-Cartierville. Et enfin, à Annecy-Cartierville aussi, nous avons un autre comité consultatif, qui est le comité consultatif local de patrimoine et de toponymie. Alors là aussi, c'est très niché, disons ça comme ça. Alors, tout ce qui est les noms de rues, de parcs ou de places publiques, mais le comité fait des recommandations aux élus de l'arrondissement. Maintenant, alors voici la page très, très importante. Là, soyez attentifs. La page 14, là, ça, c'est très, très important. Alors, je dis à la blague tout le temps, la Ville de Montréal, c'est un monstre à 2 têtes, là, mais blague à part, il y a 2 paliers décisionnels. Vous avez la Ville de Montréal et l'arrondissement qui ont des compétences d'adoption de règlements selon les différents thèmes que vous voyez à gauche. Alors, on va les regarder plus en détail. Alors, par exemple, la gestion de rétention de l'eau, donc l'eau de pluie, l'eau pluviale. Alors, les règlements sont adoptés par la Ville de Montréal et ensuite, ces règlements-là, il faut les appliquer. Alors, qui les applique? Dans ce cas-ci, bon, là, c'est une application conjointe, donc la Ville de Montréal et l'arrondissement appliquent la réglementation en matière de rétention d'eau. Alors, si on poursuit, alors, gestion des matières résiduelles. Alors, matières résiduelles, là, ça, on parle de matières recyclables, les déchets et le compost. C'est la Ville de Montréal qui a compétence d'adopter des règlements en cette matière et c'est l'arrondissement qui l'applique. Au niveau, des zones inondables, là, c'est un peu particulier. C'est le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs qui réglemente en cette matière et c'est l'arrondissement qui l'applique. En quatrièmement, au niveau de la réglementation d'urbanisme, alors toutes les questions de zonage, lotissement, PIA, ça c'est au niveau de l'architecture, là, je vais revenir plus loin, et l'acronyme PPCMA, donc les projets particuliers, ça aussi je vais revenir plus loin. C'est l'arrondissement qui a compétence de réglementer
et aussi de les appliquer. Au niveau des démolitions, vous voyez, il y a 2 types de démolitions, donc des démolitions dans le site du patrimoine du Sault-Récollet et des démolitions hors site, donc des démolitions dites régulières. Alors, si on prend le premier type de démolition, donc dans le site du patrimoine, l'autorisation ou non de démolir le dit immeuble, c'est le conseil municipal. Donc, c'est la Ville de Montréal qui est l'instance décisionnelle dans ce cas-là. Il y a un petit bémol aussi, donc pour les bâtiments qui ont été construits avant 1940, c'est le ministère de la Culture et des Communications là, qui doit autoriser ou non ces démolitions-là. Et c'est l'arrondissement qui applique cette réglementation-là. Pour ce qui est des démolitions dites régulières, c'est l'arrondissement qui décide ou non d'accorder les démolitions là, par son comité de démolition. J'en ai parlé tantôt au début. Et il y a toujours le bémol là, du ministère de la Culture là, qui doit donner son approbation. Et évidemment, bon, c'est l'arrondissement qui l'applique. Maintenant, au niveau de plan d'urbanisme et de la mobilité, c'est la Ville de Montréal qui réglemente en cette matière et c'est l'arrondissement qui l'applique. Au niveau de l'archéologie, c'est la Ville de Montréal qui réglemente et qui l'applique. Au niveau des logements sociaux et des logements abordables, c'est la Ville de Montréal qui réglemente en cette matière. Et là, l'application, elle est conjointe. Là, donc, la Ville de Montréal, l'arrondissement l'applique. Et enfin, l'entretien des bâtiments, c'est la Ville qui réglemente et l'arrondissement qui applique. Alors là, on va passer à expliquer le cheminement de certains dossiers. Alors, le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIIA que je parlais tout à l'heure. Alors là, c'est important de mentionner que c'est lors de demande de permis pour des travaux à l'extérieur des bâtiments. Ça ne concerne pas les travaux à l'intérieur d'un bâtiment. Vous avez en bas la photographie là, bon, de la rue Fleury-Est sur la promenade. Alors, toutes les interventions extérieures se doivent d'être analysées par PIA. Donc, un peu bon, comment ça fonctionne? Bon, dans un premier temps, les citoyens peuvent venir au comptoir des permis pour avoir de l'information générale. Si le citoyen décide d'aller de l'avant avec une demande de permis officielle, bon, il peut le faire en payant la demande et en signant le formulaire. Ensuite, c'est analysé par l'équipe de professionnels de l'arrondissement. Ce dossier-là est présenté encore là au comité consultatif d'urbanisme, donc le fameux CCU. Et si le comité est favorable, la décision, bon, elle est signée par le directeur du développement du territoire ici à Annecy-Cartierville. Et si tous ces gens-là sont en faveur, bon, on peut délivrer le permis en question. Alors maintenant, dossier de démolition. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Il y a 2 types de démolition. Donc, démolition dite régulière et démolition dans un site du patrimoine. On va commencer par le plus simple, là, disons ça comme ça, c'est la démolition régulière. Alors, bon, dans tous les cas, il y a toujours une demande de permis qui est faite, là, qui est enregistrée à nos bureaux. C'est analysé par nos professionnels. Et là, en 3e étape, là, il y a un avis public qui est fait sur le bâtiment et sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, s'il y a des citoyens qui veulent s'opposer à des demandes de démolition, ils peuvent le faire notamment de par l'avis public et aussi lors de la 4e étape. Donc, ces dossiers-là sont présentés publics, donc c'est ouvert à tout le monde, au grand public, devant le comité de démolition. Et même habituellement, le soir même, le comité accorde ou non la démolition. 5e étape, là, les citoyens ont une 2e occasion de manifester leur opposition. On appelle ça, c'est la période d'appel. Donc, c'est une période de 30 jours où les gens peuvent manifester demander une espèce de, comment dire, une revision de dossier au conseil d'arrondissement pour 30 jours. Ensuite, toujours, pour les bâtiments avant 1940, donc, le requérant doit obtenir l'autorisation du ministère de la Culture, comme je disais tantôt, et le ministère a 90 jours pour nous répondre. Et là, c'est tous les instances sont favorables à la démolition. L'arrondissement peut émettre le permis de démolition. Alors maintenant, donc on va complexifier ça un petit peu. Donc, une démolition dans le site du patrimoine du Sault au Récollet. Alors, bon,
les 3 premières étapes, c'est les mêmes, donc je ne vais pas les répéter. Donc là, ce qui est nouveau, quand on est dans le site du patrimoine, c'est l'étape, à partir de l'étape numéro 4. Là, on doit demander l'avis au Conseil du patrimoine de Montréal. Je vous rappelle, d'entrée de jeu, j'avais parlé que le Conseil du patrimoine a un pouvoir de recommandation, donc au Conseil municipal pour les questions de démolition dans le site du patrimoine. Donc, on présente le dossier au Conseil du patrimoine. Ensuite, bon, en 5e étape, ça revient au conseil d'arrondissement, mais là, c'est juste pour des fins de transmission. C'est tout simplement le conseil d'arrondissement transfère le dossier au conseil municipal pour décision. Si le conseil municipal est d'accord avec la démolition, il autorise la démolition. Là, on est en 6. Il y a toujours aussi l'autorisation du ministère de la Culture qui est nécessaire pour les bâtiments construits avant 1940. Et c'est ça. Et toutes les instances sont d'accord sur la démolition. Le permis de démolition peut être émis. Maintenant, alors, cheminement de certains dossiers. Donc, projet particulier, j'en ai glissé un petit peu un mot tout à l'heure. Et là, encore là, il y a deux nuances. Donc, sans approbation référendaire et avec approbation référendaire. Là, je me dois de vous expliquer qu'est-ce qu'une approbation référendaire. Alors, ce sont tout simplement, les citoyens peuvent demander le vote, donc un référendum, à savoir est-ce qu'ils sont d'accord, oui ou non, avec les dérogations qui sont demandées. Là, ici, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des dérogations que le législateur, donc le gouvernement provincial, a estimé que c'était des dérogations plutôt mineures. Donc, on parle des dérogations qui concernent, par exemple, les enseignes, les clôtures. Donc, le gouvernement provincial a estimé que les citoyens ne pouvaient pas voter sur ces questions-là. Alors, voici la procédure. Donc, en 1, il y a une demande de projet particulier qui est faite, toujours un formulaire, une signature, etc., qui est enregistré à nos bureaux. C'est analysé par les professionnels de l'arrondissement. On présente le dossier au comité consultatif d'urbanisme. Et si le comité est d'accord, on présente le tout en une première lecture, une première présentation au conseil d'arrondissement. Et toujours encore là, si le conseil d'arrondissement est favorable, il y a un avis public qui est fait sur le site, donc sur le terrain et sur le site Internet. La loi nous demande de faire seulement un avis public sur le site Internet, mais l'arrondissement va un petit peu plus loin que la loi et on fait aussi un avis public soit sur le bâtiment ou sur le terrain. Et ensuite, s'ensuit la dite consultation publique. Et enfin, en 7e étape, dernière étape, le conseil d'arrondissement adopte une résolution finale avec ou sans changement, dépendamment de ce qui s'est dit lors de la consultation publique. Et voici, bon, le deuxième type de projet particulier. Donc, on parle avec approbation référendaire, donc avec vote. Donc, oui ou non, selon les dérogations qui sont demandées. Et là, on parle de dérogations un peu plus importantes. Là. Vous avez à l'écran, là, les usages, les hauteurs, les marges de recul, bon, avant, arrière, latéral. Là. Donc, le gouvernement, le législateur a estimé que c'est des questions où les gens peuvent demander un référendum sur la question. Alors là, pour les 7 premières étapes, c'est la même chose que précédemment, donc je ne les répéterai pas. Alors, c'est de 8 à 11 où c'est nouveau. Donc là, en la 8e étape, là, il y a un deuxième avis public qui est présenté. Et lors de cet avis public-là, on invite les citoyens à faire une demande, s'ils le désirent, une demande de référendum, donc une demande de vote sur les dérogations. Et s'il y a une demande qui est faite en bonne et due forme, là, il y a la tenue d'un registre. Alors, il doit y avoir quand même un certain nombre de signatures. Donc, le calcul est un peu complexe. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais retenez ça qu'il doit y avoir un certain nombre de signatures pour faire la tenue d'un registre. Et en dernièrement, s'il n'y a pas de demande de référendum, à ce moment-là, le dossier est présenté en troisième lecture, une lecture finale au conseil d'arrondissement. Donc, ça, c'est plutôt une lecture, disons, plus administrative. Voilà. Maintenant, au niveau du patrimoine, encore là, il y a 3 grands secteurs de la mer. La réglementation est structurée, il y a 3 grands chapitres ou sections de la réglementation. Là.
je vais vous expliquer ça. Alors, premièrement, les secteurs à normes. Alors, ça, c'est des dossiers qui ne sont pas à présenter au comité consultatif d'urbanisme, au CCU. Alors, je vous explique, c'est que dans la réglementation, il y a certains revêtements extérieurs qui sont permis, certaines formes de toits, les couronnements, les corniches des bâtiments, bon, qui sont autorisés. Il y a certains types d'ouvertures, c'est du horizontal, vertical. Et au niveau des saillies, les saillies, c'est tout ce qui sort du bâtiment, donc les balcons, les perrons, les marquises, etc. Donc, je vous donne un cas de figure. Donc, si vous avez un bâtiment là, qui est dans une des zones bleues que vous voyez à l'écran, donc vous voulez soit un bâtiment neuf ou faire un agrandissement avec, par exemple, un toit versant. Un toit versant, c'est un toit en pente. Alors, si dans le tableau, les toits en pente sont autorisés, bien, tout simplement, donc les professionnels, on autorise le permis ou l'agrandissement. On n'a pas à aller au CCU. Par contre, pour ce qui est des secteurs à critères, là, on doit le présenter au CCU. Et là, il y a une appréciation qualitative. Donc, on regarde la qualité des projets selon certains objectifs et critères. Alors, je vous donne un exemple. Alors, le long du boulevard Gouin, tout le boulevard Gouin, c'est un boulevard patrimonial. Alors, tout ce qui est visite du boulevard Gouin comme travaux, bien, on se doit de le présenter au CCU. Alors, je vous donne un exemple de critères. Donc, on fait un bâtiment qui serait agrandi le long du boulevard Gouin. Alors, je vous lis un critère. Donc, les matériaux et les détails architecturaux doivent être de qualité équivalente ou supérieure. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, si vous avez un bâtiment qui est en briques, on veut l'agrandir, bien, on va vous exiger un matériau équivalent ou supérieur. Donc, ça va être soit de la brique ou soit de la pierre, ou à tout le moins, ça va être de la maçonnerie qu'on va exiger. On va passer à la prochaine, s'il te plaît, Liane. Et bon, dernier item au niveau patrimoine, c'est le secteur du Souricollet. Alors là, on est beaucoup plus, disons, sévère à ce niveau-là. Donc, je vous explique, c'est qu'on avait déjà des critères qui existaient dans la réglementation, mais en 2018, on voulait raffiner ces critères-là, rajouter des critères et des objectifs. Alors, il y a un inventaire qui a été fait par c'est mes collègues à l'arrondissement et aussi à la ville de Montréal. Et chaque bâtiment a été inventorié selon le type de bâtiment et le type de travaux. Alors, ici, j'ai fait un extrait de cet inventaire-là. Par exemple, vous avez en haut ici la maison, un bâtiment de type Boomtown avec certaines caractéristiques. Là, bon, je ne vous lirai pas tout ça. Mais suite puis en bas, vous avez le cottage vernaculaire américain. Alors là aussi, il y a certains critères. Et avec cet inventaire-là, on a pu faire des critères et des objectifs. Alors, je vous donne un exemple aussi. Donc, quelqu'un qui voudrait transformer, changer tout simplement des fenêtres là, dans le titre du patrimoine. Alors, il y a un critère qui dit une caractéristique architecturale doit reprendre sa forme et son apparence d'origine. Un matériau d'imitation est à éviter. Alors, par exemple, j'ai eu un cas récemment, donc quelqu'un qui voulait changer ses fenêtres et on avait trouvé des photos d'époque et c'était des fenêtres en bois et c'était des fenêtres, abattant avec 12 carreaux. Donc, il faut reprendre le même. Donc, on demande des fenêtres en bois et avec aussi un carrelage avec 12 carreaux, par exemple. Donc, des fenêtres en PVC, pas PVC qui est un vinyle, là, un plastique. Là. Donc, ça a été refusé. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien, on peut passer à la prochaine. Alors, voici, dans la réglementation aussi, il y a, au niveau de l'architecture, là, il y a certains secteurs, principalement, c'est les secteurs commerciaux, là. PIA, c'est où l'architecture est contrôlée. J'ai parlé de la rue Fleury tantôt, Fleury-Est, la promenade. Alors, à l'écran, ici, vous voyez ce qui est en orangé, là, c'est l'autoroute 15. En bleu, en bas, vous avez le boulevard L'Acadie. En rouge, au centre, vous avez le boulevard Henri Bourassa. Et puis, à gauche, complètement en rouge, c'est le boulevard Laurentien. Donc, principalement, c'est des secteurs commerciaux. Alors, tout projet soit de construction neuve, soit de
rénovation ou de transformation de façade, et aussi tous les projets d'enseigne, d'affichage, tout est contrôlé par des objectifs et des critères. Et là aussi, les dossiers doivent être présentés au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme. Alors, je prends un cas d'affichage, un cas d'enseigne, donc sur le boulevard de l'Acadie, l'enseigne est contrôlée. Et un des critères, c'est de limiter au minimum l'affichage nécessaire pour afficher l'établissement. Eh bien, c'est très simple. On comprend que le boulevard de l'Acadie, c'est pas une rue urbaine, mais c'est quand même un boulevard urbain et on veut réduire de façon importante les superficies d'affichage. Voilà. Et enfin, on va parler aussi de transition écologique. Alors, déjà, dans notre réglementation, au fil des années, l'arrondissement a adopté certaines modifications. Alors, voici les principales. Alors, première modification, les stationnements de surface. Donc, ça, c'est les stationnements extérieurs. Donc, il y a obligation pour le requérant de fournir un ombrage de 40 %. Donc, les arbres, quand ils sont à maturité, se doivent de fournir un ombrage de minimum de 40 % sur les surfaces minéralisées, donc sur l'asphalte, disons ça comme ça. Aussi, au niveau du verdissement, il y a une obligation de conserver 20 % de verdissement, donc en pleine terre, donc des végétaux plantés en pleine terre sur les terrains privés, après qu'on ait enlevé tous les surfaces minéralisées, donc l'entrée de garage, le sentier d'accès à l'entrée principale, les piscines, les cabanons. Il faut conserver minimum 20 % de verdissement planté là, en pleine terre. Aussi, au niveau des toitures, il y a une obligation d'un revêtement, soit de toiture de couleur pâle ou de couleur blanche, là. Donc, les fameux toits blancs qu'on entend parler couramment. Donc, ça, c'est pour les toits plats et les toits à faible pente. Et enfin, pour ce qui est des arbres, il y a une section dans la réglementation qui parle qu'on se doit de conserver les arbres privés sur le terrain privé. L'abattage est permis à certaines conditions, mais lorsque l'abattage est autorisé, à ce moment-là, il y a une obligation de remplacer le ou les arbres abattus. Donc, merci, ça clôt ma présentation. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation très claire d'un domaine qui n'est pas nécessairement évident. Hein. La réglementation, ça peut être très aride. Alors, je te remercie pour cette présentation. Donc, on en arrive à notre période de questions. Quelques consignes pour cette période. Donc, c'est une période de questions qui se veut, en fait, on souhaite recevoir de votre part des questions de compréhension ou d'approfondissement de la réglementation, sachant qu'on va avoir une séance où on va avoir tout le temps pour recevoir vos avis, vos mémoires, vous entendre votre opinion, vos idées par rapport à la réglementation. Donc, ce soir, c'est vraiment plutôt une information et le 29 novembre, ce sera davantage votre opinion. Dans un deuxième temps, en fait, on va vous demander de lever la main pour prendre un tour de parole. Je vais aussi ouvrir, après ma brève description, là, les commentaires dans le chat, dans le clavardage, pardon, de l'anglicisme, excusez-moi. Dans le clavardage, si vous désirez écrire votre question plutôt que de la dire à voix haute, vous pourrez le faire. Je vous demande le plus possible d'éviter les longs préambules là, et d'être bref et concis dans votre question. Si vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole, on veut avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Puis, évidemment, les attitudes et les propos insultants ne sont pas tolérés. Je vous mentionne de nouveau, parce que là, on entre aussi dans la période où vous prendrez la parole, que la rencontre, là, elle est enregistrée, la vidéo va être publique, disponible sur le site Réalisons Montréal. Donc, sachez-le lorsque vous prendrez la parole. Alors, j'ouvre notre section commentaires et bien, je vous invite à lever la main. Je vais également cesser de présenter
la présentation pour qu'on voit davantage tout le monde en vignette. Au besoin, on retournera à la présentation si on souhaite, si jamais on souhaite aborder un des éléments qui est indiqué dans la présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et puis là, ben, c'est ça, n'hésitez pas à le faire, là, main levée ou clavardage. On va prendre à tour de rôle vos questions. Alors, on a une première question de Simon Bellemare. Vous pouvez ouvrir votre micro. La parole est à vous. Bonjour, merci pour l'ensemble des informations. Ma question, c'est qu'au niveau des permis, une fois que le permis est émis, à quel endroit on peut trouver le détail de ces permis pour nous permettre de savoir c'est quoi l'étendue du permis puis le détail là, pour être certain que les travaux qui sont faits respectent le règlement. Ils ne disent pas de voir la police, mais de bien comprendre l'étendue d'un permis qui peut être émis dans le quartier. Merci pour votre question. Nicolas, est-ce qu'on a une réponse à ce sujet? Liane, si tu veux. Ah oui, Clément, vas-y. Je vais répondre. Merci, M. Bellemare, pour votre question. Alors, dans un premier temps, tous les dossiers dans le processus qui font l'objet d'une décision par la direction sont publics. Donc, les plans qui seront adoptés en PIA dans notre jargon font l'objet d'une décision et ces décisions-là sont publiques. Vous pouvez avoir accès. Une autre façon d'avoir accès aux autorisations réglementaires, c'est par le biais de l'accès à l'information. Donc, tout citoyen qui désire avoir le détail du suivi d'un permis devra effectuer une demande d'accès à l'information et vous serez en mesure de recevoir les documents qui sont d'ordre public, qui sont liés au dossier. Bon. Puis, si je peux me permettre, là, je suis assez pragmatique, mais disons, les PIA que vous parlez, est-ce qu'on a accès à un compte-rendu quelconque qui nous permet de consulter, aller chercher l'information? Tout à fait. Donc, l'ensemble des procès-verbaux sont publiés sur notre site Internet du CCU. Ils sont adoptés aussi au conseil d'arrondissement en public. Et voilà. Donc, via aussi, encore une fois, notre accès à l'information. Des fois, si des choses ne sont pas suffisamment complètes et tout, vous ne vous gênez pas et on pourra vous répondre de manière complète. Je me permets une autre question. Oui, si on voit une entorse à un règlement, quelque chose d'aberrant, puis on veut le signaler à la ville, on ne parle pas d'une situation, on ne parle pas avec la police, mais plutôt une entorse, quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Qui on contacte? Bien, c'est très important hein, que ce que vous mentionnez, dans le fond, tout citoyen qui souhaite soulever à l'arrondissement une constatation doit appeler au 311. Donc, la meilleure façon de signaler des travaux sans permis ou une interrogation doit se faire via le 311. Au 311, vous pouvez soit formuler une requête en demandant une inspection ou en soulignant une anomalie, ou vous pouvez faire un commentaire aussi sur le projet. Et ce commentaire-là va être par les règles d'acheminement envoyé au département concerné de l'arrondissement. Merci. Merci à vous. Merci pour votre question. Merci Clément. C'est bien de le rappeler, hein, le 3-1, ce n'est pas une boîte de Pandore. Là. Quand vous appelez, quand il y a des commentaires qui sont faits, nous, on les reçoit. Donc, ça percole jusqu'à nous. Là, n'ayez crainte. Alors, est-ce qu'on avait... Oui, on a une autre question. Alors, la parole, attendez, je vous vois pas très bien. J'ai comme trop, j'ai trop de vignettes. La parole est à Monsieur Vincent Carpentier. Vous êtes le suivant dans notre liste. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. C'était pour ça. Ben, j'ai peut-être 2 questions. Arrêtez jusqu'à quel point que la ville est ouverte à commentaires de personnes qui ne sont pas des urbanistes, dans le fond, qu'on n'a pas nécessairement
une expérience ou les qualifications comme les autres personnes sur la ligne? Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a une prépondération qui va être plus élevée par les gens qui sont affectés par les règlements en tant que tels ou n'importe quel citoyen de l'arrondissement a le même poids dans son commentaire? Donc, votre question est à savoir si quelqu'un qui a une expertise et quelqu'un qui est impacté aura plus de poids dans la consultation que d'autres personnes. C'est bien ça? Non, c'est plus, dans le fond, un citoyen normal, normalement, n'a pas cette expérience-là ou les compétences comme vos urbanistes, dans le fond. Donc, à quoi ça sert vraiment d'avoir la consultation? Puis jusqu'à quel point que l'arrondissement est ouvert à ça? Parfait. Merci pour votre question. Monsieur Normand? Oui, j'avais levé la main. Excuse-moi. Je n'avais pas vu, pardon. Ouais, tu as beaucoup de choses à regarder. Ben, merci, M. Carpentier. C'est une bonne question. Vous savez, tous les commentaires qu'on va recevoir sont sur le même pied d'égalité parce qu'on ne sait pas, nous, là, qui a quel travail, puis qui est impacté ou pas. Et surtout, quand vous ferez vos présentations ou que vous allez nous donner vos commentaires, ça peut être à la fois sur ce que vous voudriez comme résultat. Puis nous, comme élus, c'est souvent ça qu'on demande à la fonction publique. C'est nous, on est des citoyens, on a des compétences, mais pas toutes les compétences. Et souvent, ce qu'on demande, c'est des résultats. Et ensuite, on discute avec la fonction publique sur comment on pourrait atteindre ces résultats. Puis dans la consultation, il y a peut-être des gens qui connaissent plus les processus, puis qui vont plutôt nous proposer déjà des processus ou déjà des phrases qu'on pourrait mettre dans nos règlements, mais de toute façon, on ne va pas faire un copier-coller, bien sûr, on va en discuter, puis toute l'équipe est là. Donc, on reçoit vraiment toutes sortes de commentaires, autant sur des résultats qu'on veut obtenir, des résultats qu'on ne veut pas obtenir, parce que l'exercice est un peu parti de ça, là, ce que M. Normand disait. Il y a des choses qui se passent qu'on ne veut pas obtenir, mais ce n'est pas si simple que ça de l'écrire dans nos réglementations. Donc, si des gens ont des bonnes idées sur des façons d'écrire des réglementations, bien sûr, on est preneur. Mais si vous n'avez pas cette compétence-là ou si ce n'est pas votre souhait, absolument, on vous demande quand même on vous invite de participer à la consultation avec ce que vous voulez nous apporter. On est très ouvert, on a envie d'entendre tout le monde. Et autant, comme vous le dites, les gens qui sont impactés, puis les gens pour qui peut-être ça serait plus difficile de faire une demande de permis avec des réglementations supplémentaires, que des gens qui n'ont pas de demande de permis à faire et qui veulent voir le patrimoine protégé et aussi le patrimoine naturel. Parfait, merci. Peut-être une dernière question, j'aurais appelé de rapide. Est-ce que dans les questions, ça peut être une réduction de réglementation versus une augmentation de réglementation? On dirait que la question est biaisée là, dans le sens que est-ce qu'on peut enlever des règlements au final? Mais comme je vous dis, on prend toutes les propositions. Donc, oui, vous pouvez nous faire toutes les propositions que vous souhaitez. Puis après, c'est sûr que l'arrondissement, autant les élus que la fonction publique, on va se réunir et on va voir qu'est-ce qu'on décide d'intégrer dans notre nouveau règlement. Puis on s'entend, le règlement, il va rester en grande partie pareil, mais on veut faire des règlements, des modifications de bonification. Merci pour votre question. Donc, je passe à la question suivante dans la liste. Monsieur Bruno Racine, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. C'est bon, merci. En fait, la question est plutôt technique. Je voulais savoir le pourcentage de végétalisation qui est demandé. Est-ce que c'est le même partout sur le territoire de l'Antique ou ça peut varier selon si on est sur un terrain avec une ligne familiale ou si c'est plus du commercial, par exemple? Bonne question. Clément, est-ce qu'on a une réponse à ça? Certainement. Dans le fond, M. Racine, merci pour votre question. Le pourcentage sur l'ensemble du territoire est le même. Donc, c'est une règle générale sur le 20 %. Par contre, en secteur où la densité permise est plus élevée, il peut y avoir un allègement sur le 20 % de verdissement. Donc, effectivement, c'est une règle générale qui s'applique sur l'ensemble du territoire, mais il y a des exemptions pour les bâtiments pour lesquels ils sont autorisés d'être implantés à une implantation élevée.
par rapport à la superficie du terrain. Est-ce Ok. que ça répond bien à votre question? Oui, puis j'avais une autre question dans le même sens. En fait, quand vous dites le pourcentage, dans le fond, ça exclut le bâtiment, tout ce qui est pavé, puis bâtiment accessoire, c'est bien ça. Donc, même les allées piétonnes, par exemple, c'est la même chose. Tout à fait. Dans le fond, la règle est assez simple, hein. Vous prenez votre terrain, vous dites 20% du terrain doit être en vert, dans le fond, à être verdi. Et voilà. Donc, sur le résiduel de votre implantation de bâtiment, il faut que ça compense pour 20%. Tout ce qui est surface minérale va être minéralisé, va être soustrait du 20% de verdissement. OK, parfait. Ben, écoutez, merci pour la présentation. Puis, j'ai regardé pour les suggestions. Là, on a fait, travail pour la ville de Laval, on a fait un peu le même genre de réflexion. Donc, si je peux être utile pour mon quartier, je vais le faire. Merci. Merci à vous. Je remercie surtout Nicolas pour la présentation. Merci beaucoup pour votre question, M. Racine. J'inviterai donc, il est encore tout à fait temps de poser des questions, que ce soit en levant la main, en prenant la parole ou par le clavardage. Donc, n'hésitez pas à le faire. Monsieur Bellemare, vous aviez une autre question? Oui, merci. Je me suis retenu un petit peu tantôt. Il n'y a pas de problème, allez-y. J'ai une question. En fait, le dossier qui m'intéresse, c'est quand je me tiens devant chez moi, j'ai 3 arbres matures qui sont en plein d'état battu, sur le point d'état battu, qui rendent la situation assez chère pour moi. Est-ce qu'on a une façon de faire un moratoire à des permis qui sont déjà émis? Une fois que le permis est émis, il n'y a absolument plus rien à faire et on doit seulement vivre avec les conséquences de l'émission du permis. Clément? Dans le fond, une fois que le permis est délivré, il n'y a pas de moratoire par la suite de possible. Par contre, vraiment, des élus souhaitaient amener l'administration, puis ce soir, c'est l'opportunité qu'on a ensemble de soulever ces irritants-là. Tiens, je vais dire des irritants réglementaires, là. Et par contre, comme on le mentionnait à la réglementation, puis ça, c'est pas qu'on ne le voudrait pas, mais c'est la loi qui est prévue ainsi, il n'y a pas de notion de rétroaction. Hein? Donc, à partir du moment où on adopte une nouvelle réglementation, on peut faire mieux, on peut faire différemment pour l'avenir, mais on ne peut pas effacer le passé par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à votre question, mais une fois que le permis est émis, le permis est émis. Voilà. Ça répond à ma question. Je vous remercie. Merci. Évidemment, s'il y avait, je pense à ça, là, s'il y avait contravention aux conditions du permis, il pourrait y avoir des actions. Tu sais, on a une équipe qui relève également de Clément, qui est l'équipe d'inspection, qui s'assure que les règles qui régissent le permis soient suivies. Donc, c'est pas qu'une fois que le permis est émis, il n'y a plus rien à faire si le requérant contrevient aux règles qui l'encadrent. Là. Mais si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de le faire, puis il n'y a pas de prise réglementaire pour le faire. Merci, M. le Président. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ce soir en lien, que ce soit avec les contenus qui vous ont été présentés, en lien avec la consultation, la portée? Les prochaines étapes. Tout à fait. On est là pour vous entendre, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Puis, on prend ce temps-là ce soir pour vous éclairer en vue de vos dépôts là, d'avis et de mémoire et présentation lors du 29 novembre. Alors, une question dans le chat. Donc, quand est-ce que l'enregistrement de la séance de ce soir sera en ligne? Alors, demain matin, elle sera mise en ligne. Ce sera assez rapide. Là, vous l'aurez sous la main
dès que possible demain matin. Puis on le répète, toute la documentation va être colligée sur le site Réalisons Montréal. Donc, on a une page web sur le site de l'arrondissement qui explique le contexte de la consultation, mais qui renvoie par des liens URL à la page Réalisons Montréal dédiée au projet, où on va retrouver notamment les formulaires d'inscription, les grandes questions, les 4 grandes questions que Liane a survolées, la présentation de Nicolas, la séance de ce soir enregistrée, la réglementation d'urbanisme actuelle et d'autres éléments comme ça. Donc, vraiment, tout est colligé sur le site Réalisons Montréal. Bien, si vous permettez, je propose qu'on aille faire un tour sur Réalisons Montréal pour naviguer ensemble, de voir de quoi elle a l'air. Puis, ça vous donnera aussi le temps, si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, on pourra y revenir juste après. Donc, voici de quoi notre page Réalisons Montréal a l'air. Réalisons Montréal, réalisonsmtl.ca/urbanisme AC, où vous avez donc dans la colonne principale de droite là, la description de la démarche avec les conditions là pour s'exprimer, donc par écrit ou par présentation orale, avec un lien vers chacun des formulaires pour soit déposer, soit s'inscrire à la présentation orale si vous n'avez pas de mémoire à déposer. Si vous déposez un mémoire ou un commentaire écrit, vous pouvez, dans le formulaire de dépôt de mémoire et des commentaires écrits, par le fait même, vous inscrire pour présenter le 29 novembre. Donc, vous avez juste à compléter un formulaire. Ce sera fait d'un seul coup. Donc, un petit peu plus bas, là, vous avez de nouveau là, les formulaires pour déposer commentaires et s'inscrire à la présentation orale. Sous le petit onglet ici, vous avez les questions de la consultation qui ont été présentées. Mais vous les retrouvez aussi là, dans la colonne de droite, où vous avez la section documentation. Donc, les questions de la consultation sont tout juste ici. On va mettre la présentation de ce soir également. Il va y avoir la vidéo de ce soir. À titre d'information, on a mis tout ce qui concerne la réglementation de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, donc le règlement sur la démolition d'immeubles, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, qui est, ma foi, assez costaud. Donc, on parle d'un document de tout près de 900 pages. Je vous rassure, il y a environ 750 pages d'annexes, ce qui vous laisse un léger 150 pages de réglementation à parcourir. Je rigole bien, mais ceci dit, vraiment pas besoin d'en prendre connaissance pour vous exprimer. Si le cœur vous en dit, il est là, il est présent pour consultation. Vous avez également des cartes de nos secteurs de plans d'implantation et d'intégration architecturale et les secteurs patrimoniaux de l'arrondissement. De même que 2 documents là, qui concernent le partage des compétences et autres encadrements, donc la Charte de la Ville de Montréal et le règlement sur le Conseil du patrimoine qui sont disponibles. Puis, un petit peu plus haut, là, vous avez notre échéancier. Là, ce sont les étapes que M. Normand vous a présentées un petit peu plus précédemment. Et enfin, je vous invite là, à laisser votre courriel ici là, pour suivre le projet, pour vous abonner au projet. Donc, l'hiver prochain, par exemple, quand nous déposerons les faits saillants de la consultation sur la plateforme, nous prendrons le temps là, de vous écrire, de vous envoyer un courriel à tous les gens qui se sont abonnés via ce bouton. Vous recevrez par le fait même les suites là, de la consultation. Donc, voilà pour notre plateforme Réalisons Montréal. On espère que vous participerez en grand nombre, que vous contribuerez. Puis, comme le disait Madame Tuillier, si vous avez une expertise, c'est très bien, tant mieux, on va la prendre. Tout contenu pourra nous nourrir. Si vous n'avez pas nécessairement une formation en urbanisme, pas besoin non plus. Nous, ce qu'on veut recevoir, ce sont vos commentaires, vos impressions, vos avis. Puis,
avec tout ce bagage-là, ben, ça va nous nourrir pour poursuivre la réflexion sur la réglementation en urbanisme de l'arrondissement. Alors, ceci dit, on a passé à travers notre plateforme Réalisons Montréal. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour ce soir en prévision de notre séance du 29? Donc, que ce soit sur la consultation ou bien sur le règlement d'urbanisme. Je crois qu'on a fait, Nicolas, ce fut un travail très clair de présentation de la réglementation, de notre encadrement. Donc, alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter en rappel là, les dates pour déposer, soumettre votre mémoire aux commentaires écrits. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour ce faire. Même chose pour vous inscrire pour la présentation orale pour l'Assemblée publique du 29 novembre, donc jusqu'au 13 novembre. Je vous invite à mettre cette date à votre calendrier. Donc, le 29 novembre, on se réunira en personne à la salle du conseil des bureaux de l'arrondissement. Nous serons présents donc pour entendre vos opinions, vos avis. Vous aurez 10 minutes de présentation. Il y aura par la suite là, 5 minutes d'échange possible avec les élus selon les questions d'approfondissement qu'ils auront pour vous. Donc voilà. Et bien sûr, là, en déposant vos mémoires et commentaires, vous aurez un suivi, un rappel comme quoi la date du 29 novembre arrive. Pour s'assurer de votre présence également le 29 novembre. Et cela fait le tour de notre processus, de notre réglementation. Madame Tullier, Monsieur Normand, est-ce que vous aviez un petit mot de fin? Remercier. Ça fait le tour. Je pense que tu l'as nommé à quelques reprises, Liane, mais la date à retenir, c'est le 13, en fait. Parce que si on dépasse le 13, on ne peut pas être là le 29. Donc, que ce soit par écrit ou juste pour vous inscrire, pour qu'on puisse échanger de manière plus approfondie sur, comme le disait Mme Tullier, les résultats que vous souhaitez voir. Puis, M. Carpentier l'a dit, ça peut être un allègement, ça peut être une bonification, ça peut être de simplifier des processus, ça peut être des cas type. On l'a vu aussi, M. Bellemare l'a dit, qu'on a vu près de chez nous, qui nous ont semblé incongrus, qu'on ne souhaite pas voir se reproduire pour X, Y, Z raisons. Tout ça fait partie des avis et des commentaires qu'on veut recevoir pour que l'amélioration qu'on porte au règlement soit le plus juste possible et traduise la réalité qui est souhaitée par la population d'un petit quartier. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe pour ce soir, puis surtout à toutes les personnes, tous les résidents, toutes les résidentes qui ont participé et qui participeront, je l'espère, aussi pour la suite. Merci, M. Normand. Puis, petite précision, pour le 29 novembre, il faut vous inscrire si vous voulez présenter oralement ou si vous voulez évidemment déposer votre mémoire et avec écrit. Mais si vous voulez simplement venir assister, pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez simplement vous présenter le 29 novembre et puis on va vous accueillir et vous pourrez entendre avec nous les contributions qui seront faites. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de bonnes réflexions aussi, en prévision du 29 novembre. Puis, merci encore de votre présence.